encore. Et j'espère que c'est pas trop gênant pour les gens de voir l'image derrière, mais bon. Euh, ouais, je disais, c'est organisé ce petit moment d'échange à l'initiative d'un petit groupe d'élus des Françaises et des Français de l'étranger. On va avoir Audrey qui va nous rejoindre physiquement, et puis il y a un Ramzi Sfer ici présent, palestinien et multinational, et puis premier vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc voilà, merci beaucoup Ramzi. Et puis on a Anna qui est aussi élue des Français de l'étranger. Et on a la joie et le privilège d'avoir notre sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, Mathilde Olivier, ici présente. Et puis voilà, d'autres nous rejoindront en ligne. Je vois plein de gens de la 10e circonscription, de la 8e, de la 8e. Merci les gars d'être là. Papa Ramzi qui est là et voilà. Alors, on va échanger. On a un peu moins de 2 heures pour échanger. Ce que je vous proposais de faire, c'est de faire un premier point de cette table ronde. Bon, les gens vont se présenter lorsqu'ils prendront la parole. Ça va être plus simple comme ça. On va peut-être faire un premier point sur le droit international, ici et maintenant. Vous savez qu'il y a eu une ordonnance de la Cour internationale de justice fin janvier. Quelles sont les suites à ça? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Comment poursuivre? Et donc là, on va donner la parole à Johan Soufi. Deuxième point, on va parler de possibles sanctions contre Israël. Troisième point, on va sans doute donner la parole à Karim à ce moment-là, parce que lui aussi, il viendra nous rejoindre pour une demi-heure. Solution à un État versus 2 États, comment vivre en paix de façon durable entre Palestiniens et Israéliens, entre musulmans, juifs et chrétiens et autres. Donc, et puis finalement, on parlera un peu plus de la société israélienne, de ses évolutions et de quels sont les espoirs possibles pour une gauche israélienne qui puisse enfin, changer radicalement le cours d'Israël et de ce qu'est Israël aujourd'hui. Voilà, je pense que on va donner la parole à Johan Sophie. Merci encore. Si tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire un peu qu'est-ce qui se passe sur le plan du droit international aujourd'hui. Et je pense qu'après chaque section, on va prendre des tours de parole pour que ce soit un peu plus interactif. Voilà. Merci encore, Johan, à toi la parole. Merci beaucoup, Jean-Bacca. Oui, non, avec plaisir pour avoir plus une discussion qu'une présentation. C'est plus interactif et c'est plus enrichissant pour nous tous, je pense. Donc, je m'appelle Yohan Soufi, je suis avocat spécialisé en droit international pénal. Ça veut dire que j'ai passé la plupart de ma carrière en fait à l'étranger, à travailler principalement pour les Nations Unies, pour diverses missions et tribunaux et juridictions internationales. Et j'étais l'ancien directeur juridique de UNRWA, donc maintenant la célèbre agence à Gaza entre 2020 et fin 2022. Et après ça, j'étais en Ukraine comme procureur en charge des enquêtes sur les crimes russes. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Alors, donc Jean-Bacca, tu m'avais demandé de parler d'abord un peu des conséquences de l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Peut-être simplement vous rappeler pour éviter de faire une erreur qui donne une crise cardiaque aux juristes généralement, bien distinguer donc Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire des Nations Unies. Donc c'est une cour en fait qui tranche les différends juridiques entre États et en même temps elles répondent parfois à des questions, des avis, des demandes d'avis qui sont formulées soit par l'Assemblée générale des Nations unies, soit par le Conseil de sécurité. Donc c'est un peu ça les deux fonctions de cette Cour, qui est l'organe judiciaire des Nations unies. Et vous avez aussi une Cour pénale internationale. Donc la différence entre les deux mots, c'est le mot pénal ou le mot justice. Et la Cour pénale internationale, elle, c'est une cour qui a été créée par un traité
Donc, ça n'appartient pas au système des Nations Unies. Et il y a 124 États, dont la France, qui sont partis à ce traité. Et elle a pour mandat de poursuivre les individus, donc cette fois plus les États, mais les individus, qui sont suspectés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Voilà, donc c'est juste pour bien distinguer ces deux juridictions. Et donc, on va parler de la Cour internationale de justice, puisqu'elle a été saisie fin décembre par l'Afrique du Sud, qui affirmait que Israël violait la Convention de 1948, or qui est une convention, c'est-à-dire que les États la ratifient ou non, mais qui aujourd'hui a une dimension coutumière, c'est-à-dire qu'elle s'applique de toute manière à l'ensemble des États, euh, et qui oblige les États à prévenir et à réprimer le crime de génocide. Et donc, sur cette base, fin décembre, l'Afrique du Sud a saisi la Cour en lui demandant de constater qu'Israël viole ses obligations au regard de cette convention. Mais compte tenu de l'urgence de la situation à Gaza et de l'urgence en réalité à agir s'il y a effectivement un risque de génocide ou un génocide, de prendre des mesures conservatoires. Et donc, vous l'avez probablement suivi, il y a eu début janvier, non, fin décembre, pardon, des audiences devant la Cour internationale de justice dans lesquelles à la fois l'Afrique du Sud et Israël ont pu présenter leurs arguments. Et le 26 janvier, la Cour internationale de justice a fait droit à l'immense majorité des demandes sud-africaines, à l'exception d'un cessez-le-feu, mais elle a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un génocide, notamment de suspendre toute entrave à l'aide humanitaire et de prendre des mesures pour lutter contre l'incitation au génocide qui serait proférée par des ressortissants israéliens. Donc ça, c'était le 26 janvier. Depuis, l'ensemble des organisations humanitaires, notamment UNRWA, mais aussi OCHA, qui sont présents dans la bande de Gaza, explique qu'il n'y a eu aucun changement en réalité dans la politique israélienne d'entrave à l'aide humanitaire et alerte aujourd'hui sur le risque de famine imminent à Gaza. Et d'ailleurs, on n'est même plus dans un risque de famine, on est aujourd'hui dans une famine qui a commencé à tuer les premières personnes vulnérables, notamment des bébés et des personnes qui souffraient de maladies chroniques. Et sur cette base, en réalité, sur le fait qu'aujourd'hui, on a une famine qui est constatée par les agences humanitaires dans la bande de Gaza, eh bien, le 6 mars 2024, l'Afrique du Sud a ressaisi la Cour internationale de justice en lui demandant de constater cette fois la famine et donc de prendre des mesures conservatoires supplémentaires, à savoir un cessez-le-feu et un embargo sur les armes. Israël a répondu le 18 mars. Et donc là, on attend la décision de la Cour sur cette demande de mesures conservatoires supplémentaires. Que vous dire d'autre sur cette décision? Déjà, donc, la décision de la CIJ, c'est pas sur un aspect contentieux comme cela, c'est pas un avis consultatif. Parce qu'en ce moment, on est un peu perdu, parce que dans le même temps, c'est-à-dire en février, il y a eu aussi des audiences de la Cour internationale de justice sur une demande d'avis consultatif qui avait été formulée par l'Assemblée générale fin 2022 pour savoir quelles sont les conséquences de l'occupation prolongée des territoires palestiniens, alors à la fois sur Israël, sur l'ONU et sur les États. Et donc là, il y a 50 États qui ont participé à cette procédure d'avis consultatif, dont la France. Mais ça, c'est une procédure d'avis consultatif, donc qui n'a pas un effet contraignant sur les États. Par contre, l'ordonnance de la Cour du 26 janvier dont je vous parlais, ça, elle a un effet obligatoire, notamment sur Israël, mais sur l'ensemble des États de la communauté internationale. Et donc, si la Cour ordonne des mesures conservatoires supplémentaires, eh bien, ça, par exemple, un embargo sur les armes,
ou un cessez-le-feu, ça s'imposera. Alors après, c'est ce qu'on me dit tout le temps, hein, c'est mais le droit international, vous dites que ça s'impose, mais si les États ne veulent pas le respecter, ils ne sont pas obligés. Donc c'est là où il faut bien distinguer ce qui est une obligation juridique, et donc c'est contraignant, de ce qui est la capacité de la communauté internationale, si tant est qu'elle existe, ou en tout cas des juridictions internationales à mettre en œuvre leurs décisions. Et ça, effectivement, ni la Cour internationale de justice, ni la Cour pénale internationale n'ont de force, de contraintes propres. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de police. Et donc, effectivement, rien n'empêche, en théorie, un État d'ignorer les décisions de la Cour. C'est ce qu'a fait la Russie, par exemple, suite à l'agression de l'Ukraine. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'a toujours pas été arrêté. C'était le cas aussi avant avec al-Bashir pour les crimes commis au Darfour. Donc voilà, il faut bien distinguer ce qui relève de la valeur juridique et de la capacité des États à le mettre en œuvre. Mais nous, on est des ressortissants français. On a un État qui affirmait déjà dans sa stratégie de 2022 et qui l'a réaffirmé à nouveau dans une note de 2023 son attachement au respect du droit international, qui est une forme d'influence pour la France et pour l'Union européenne. Euh, Parce que l'alternative, c'est la puissance pure. Et donc, à partir du moment où on ne respecte plus le droit international, où on le respecte à géométrie variable, eh bien, en réalité, c'est défaire, déconstruire un modèle qu'on essaye de construire depuis 75 ans et qui est une alternative à la force. Et donc, c'est ça qui est un peu dangereux aussi avec le discours aujourd'hui un peu ambigu. Alors, des États-Unis, il n'est même pas ambigu, il est totalement hypocrite, mais ambigu du gouvernement français, par exemple, quand on a un discours très ferme sur le respect du droit international en Ukraine et qu'on a un discours beaucoup plus faible, beaucoup plus ambigu sur l'obligation pour Israël de respecter ses obligations internationales. Donc voilà, c'est un peu ça ce qui est en jeu. Alors maintenant, concrètement, pour la France, qu'est-ce que ça signifie, cette ordonnance de la Cour? Ça signifie d'abord que le risque de génocide aujourd'hui n'est plus un débat d'opinion. Aujourd'hui, c'est un constat judiciaire qui déclenche des obligations conventionnelles. Je vous parlais de la Convention de 1948 sur l'obligation pour les États de prévenir le crime de génocide. Ça signifie très concrètement que la France doit prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour prévenir le génocide à Gaza. Ça signifie, un, qu'ils doivent tout faire pour livrer de l'aide humanitaire, puisque le risque de génocide, aujourd'hui, il est principalement identifié par la Cour internationale de justice comme l'imposition de conditions de vie qui seraient susceptibles d'entraîner la disparition d'une partie du peuple palestinien à Gaza. Donc ça veut dire que la France doit envoyer de l'aide humanitaire. Donc quand la France le fait, c'est pas simplement une, comment dirais-je, preuve de, de respect ou de volonté en fait de contribuer à l'aide humanitaire à Gaza, c'est une obligation conventionnelle. Deuxièmement, en théorie, la France a l'interdiction de livrer des armes qui peuvent être utilisées pour le génocide. Et c'est notamment ce qu'a constaté aussi une cour d'appel aux Pays-Bas, à La Haye, qui a interdit par exemple au gouvernement néerlandais, salut Karim, de livrer des armes et de livrer des pièces détachées pour les F-35, c'est-à-dire les avions américains qui ont été livrés à Israël. Donc, c'est sur la base de cette obligation conventionnelle qu'une cour a interdit au gouvernement hollandais de continuer à livrer des armes. Et c'est aussi sur la base de cette convention qu'hier, le gouvernement canadien a stoppé, a indiqué qu'il stopperait la livraison d'armes à Israël. Donc voilà, on n'est plus dans une décision politique, on est dans une obligation juridique. Et donc, quand la France est ambiguë aussi en disant ben, on ne
on ne livre pas d'armes, et puis si on en livre, de toute façon, c'est uniquement à vocation défensive, etc. Il y a le risque que la France se place en contradiction avec ses obligations au regard du droit international. Donc ça, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Dernier point, elle oblige, cette convention, la France à poursuivre toute personne, tout ressortissant qui pourrait être impliqué dans le crime de génocide. Mais ce n'est pas si important la manière dont aujourd'hui on qualifie les crimes, parce que qu'il y ait un génocide ou un risque de génocide, aujourd'hui, les obligations conventionnelles de la France sont les mêmes vis-à-vis de la poursuite de ses ressortissants. Et ça, c'est très clair aussi. Elle résulte à la fois des conventions de Genève, du fait que la France ait ratifié le statut de Rome et qu'elle soit partie à la Cour pénale internationale. Et de toute façon, c'est une règle de droit coutumier, c'est-à-dire une règle qui s'impose à tous. C'est l'article 105, la règle 158, qui oblige les États à poursuivre leurs ressortissants lorsqu'ils sont suspectés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou du crime de génocide. Et donc, je vous avoue que j'ai été extrêmement surpris il y a 2 jours lorsque j'ai vu une vidéo, le porte-parole, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Quai d'Orsay, indiquait que la France n'enquêterait pas sur ses ressortissants qui sont aujourd'hui à Gaza, en indiquant qu'il n'y a pas en l'état de preuves qu'ils ont participé à des crimes. Alors là, il y avait 3 points moi, que je voulais vous indiquer et qui m'ont valu de nouveaux amis sur Twitter, puisque aujourd'hui, voilà, mon nom circule et mes coordonnées téléphoniques. Pour ça, Yael, je vous le disais, je suis désolé de ne pas vous avoir répondu, mais maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur Twitter et vous avez mon numéro de téléphone. Mais il y a 3 choses qui sont extrêmement importantes à retenir. La première, c'est que les crimes de guerre, ce n'est pas uniquement le meurtre ou la torture d'un prisonnier. Le fait, par exemple, d'entraver l'aide humanitaire, c'est indiscutablement un crime de guerre, possiblement un crime contre l'humanité, et c'est en tout cas ce qui constitue la base pour la Cour internationale de justice pour avoir constaté qu'il y avait un risque de génocide. Et moi, je vous l'annonce, j'en suis convaincu, le mandat d'arrêt que le procureur de la Cour pénale internationale va délivrer dans quelques semaines, dans quelques mois, j'espère dans quelques mois rapidement, ce sera contre des dirigeants israéliens pour avoir entravé l'aide humanitaire. Parce que c'est la chose la plus simple à prouver, le lien entre la décision politique et le préjudice et le crime, il est très facile à établir. Et c'est aussi un crime qui constitue à la fois un crime de guerre, un crime contre l'humanité et possiblement un génocide. Et donc, en tant qu'ancien procureur, pour moi, c'est le plus simple à faire parce qu'on dit, bah voilà, moi, c'est simplement un mandat d'arrêt pour crime de guerre pour avoir entravé l'aide humanitaire et donc ce qui constitue l'imposition de la famine. Et du coup, vous laissez la porte ouverte pour ensuite qualifier de manière plus grave encore ce crime en ayant la possibilité, si par exemple l'État ne coopère pas, d'augmenter, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'échelle dans les crimes, mais d'avoir aussi la même qualification sur la base des mêmes faits pour crimes contre l'humanité et génocide. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, ça, c'est un crime de guerre déjà établi, mais le fait, par exemple, de pillage, le fait que des gens aillent dans les propriétés palestiniennes et volent, quel que soit le montant du vol, même si c'est des sous-vêtements, même si c'est un livre, même si ça constitue en droit international le crime de pillage. Et donc de dire comme le fait aujourd'hui le porte-parole du Quai d'Orsay, comme semble le faire d'une certaine manière le gouvernement français, qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui laissent penser aujourd'hui que des Français, alors que je rappelle, il y a plus de 4000 Français aujourd'hui qui combattent enfin en tout cas qui sont engagés dans l'armée israélienne, qu'il n'y a aucun élément qui laisse penser qu'ils auraient pu participer à des crimes, c'est extrêmement problématique, a fortiori parce que le but d'une enquête, c'est de déterminer si effectivement les Français ont participé ou non à des crimes.
Donc, de dire, il n'y a pas de preuve, on ne lance pas d'enquête, c'est un argument circulaire. Je veux dire, toute personne est présumée innocente. Et donc, le but d'une enquête, c'est justement de déterminer est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments ou non pour considérer que des Français sont impliqués dans des crimes. Je rappelle, il y avait environ, selon un rapport du Sénat, 1500 Français qui ont combattu dans les groupes djihadistes en Syrie. Par définition, il n'y avait pas de preuves non plus, comment dirais-je, formelles suffisantes pour engager des poursuites, qu'ils avaient participé à des crimes. Mais l'échelle des crimes en Syrie, en Irak, commis par les groupes djihadistes, fait qu'il fallait faire des enquêtes. Pour moi, c'est exactement le même raisonnement aujourd'hui vis-à-vis des crimes commis à Gaza. Deuxième point, sur les modes de responsabilité. C'est pareil, on oublie toujours. On croit que l'auteur d'un crime, c'est uniquement l'auteur direct. Mais par expérience, je peux vous dire qu'en 17 ans de carrière dans le domaine de la justice pénale internationale, j'ai jamais eu un seul dossier où c'est l'auteur direct des crimes qui était poursuivi, puisque par définition, les tribunaux pénaux internationaux visent les plus hauts responsables. Poutine n'a pas été en Ukraine. Charles Taylor, puisque j'ai participé à son procès, n'avait jamais mis les pieds en Sierra Leone. Et par définition, les plus hauts responsables ont une forme de participation qui n'est pas une participation directe. C'est la même, et c'est la raison pour laquelle le droit international pénal prévoit tout un tas de formes de responsabilité, notamment ce qui serait l'équivalent dans notre droit national de complicité. Et donc, pour vous donner un exemple très concret, le fait qu'un ressortissant français ait été complice de l'entrave à l'aide humanitaire, c'est suffisant pour considérer qu'il est coupable de crimes de guerre. Et donc, de dire qu'on ne fait pas d'enquête alors que vous avez aussi ces modes de responsabilité qui sont de la simple complicité. Et j'ai déjà entendu des Français sur les chaînes publiques françaises dire qu'ils avaient, voilà, ils avaient par exemple une responsabilité dans la logistique de l'armée israélienne à Gaza. Mais ça, pour moi, c'est suffisant pour lancer une enquête, pour savoir exactement quel était leur niveau de responsabilité, quel était leur pouvoir décisionnaire, et donc comment concrètement ils avaient contribué ou non à l'entrave à l'aide humanitaire, par exemple, dans la bande de Gaza, ce qui est un crime de guerre à minima. Donc, la France a l'obligation de déclencher ces enquêtes et elle a un pôle judiciaire spécialisé qui s'appelle le pôle crime contre l'humanité, qui est spécialisé dans ces enquêtes. Et qui d'ailleurs aujourd'hui, si vous regardez dans la presse, il y a par exemple un procès contre un Libérien pour des crimes commis au Libéria dans les années 90. Et ça a été mené par ce pôle. Et donc, vous voyez comment, quand je parlais de discours ambigus et de risque en réalité de fragiliser un droit qu'on essaye de construire depuis 75 ans, mais avec beaucoup plus de vigueur depuis 2 décennies, c'est que comment vous voulez que moi j'explique à des gens que la France aujourd'hui consacre des moyens importants et lance un procès pour crime de guerre contre un Libérien qui n'a pas la nationalité française, qui a commis des crimes au Libéria dans les années 90, et qu'en même temps, elle reste passive pour ses propres ressortissants qui ont commis des crimes, bon, qui sont suspectés d'avoir commis des crimes à Gaza. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et moi, dans mes discours au quotidien, en tout cas dans mes interactions avec notamment des gens du Sud global, c'est quelque chose qu'on me dit maintenant, que j'entends tous les jours. C'est-à-dire, ne venez plus me parler de votre justice pénale internationale, ne venez plus me parler de votre compétence universelle, ne venez même plus me parler de vos droits de l'homme parce que vous n'avez pas un discours clair sur les crimes qui sont aujourd'hui commis à Gaza. Et ça, honnêtement, c'est au-delà même de l'ampleur des crimes qui sont commis en Palestine, c'est toute cette architecture des droits de l'homme, du droit international, de la justice internationale, qu'on est en train de, même plus de fragiliser, de réduire à néant. Et donc, c'est des efforts, c'est des décennies de travail qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisés.
Voilà, ça c'était pour la CIJ. Le dernier, bah, sur les sanctions, et maintenant, c'est simple. En réalité, on me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire exactement la même chose qu'on a fait pour la Russie vis-à-vis d'Israël. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. On a pris des sanctions diplomatiques, on a pris des sanctions économiques, on a pris des sanctions politiques. Les mécanismes juridiques qui ont déclenché ces sanctions et les fondations de ces sanctions sont exactement les mêmes qui peuvent être prises aujourd'hui, alors soit au niveau national, soit au niveau européen. Au niveau européen, c'est compliqué parce que ça requiert l'unanimité. Et vous savez que notamment la Hongrie fait une entrave absolument totale à toute forme de responsabilité du gouvernement israélien, les Allemands aussi. Mais on peut prendre aussi les sanctions au niveau national. Honnêtement, ça ne fait absolument aucun sens de prendre des sanctions contre ce qu'on appelle des colons extrémistes violents. Pourquoi? Parce que la politique de colonisation, elle n'est pas le résultat, elle n'est pas le fruit de décisions individuelles. Ça n'est pas monsieur X ou Y qui décide d'être violent et de coloniser ou détruire une habitation. C'est une décision politique et le fruit d'une décision politique. Et donc, le seul niveau effectif de responsabilité, il est au niveau gouvernemental. Par ailleurs, honnêtement, c'est des sanctions contre des individus qui n'ont aucun intérêt. C'est des personnes qui, de toute façon, n'avaient pas vocation à venir faire du tourisme en France. Donc, de dire, oh, je prive de visa monsieur X ou Y pour venir visiter la Tour Eiffel, c'est comme si, je ne sais pas, vous prenez, si moi je prenais des restrictions de visa je ne sais pas, ouais, voilà, les soldats russes, et encore, il y avait peut-être plus de chances même que les soldats russes viennent en France. Donc, vous voyez, pour moi, c'est de smoke screen, c'est-à-dire c'est un écran de fumée, et c'est tout faire pour retarder une décision politique et juridique qui de toute façon est inévitable. La pression juridique va s'accroître, la Cour pénale internationale va lancer des mandats d'arrêt, les commissions d'enquête vont émettre des nouveaux rapports, et donc on va y arriver. Donc aujourd'hui, c'est est-ce que la France veut être à la hauteur de ses valeurs, de son rôle historique dans l'ordre international, ou est-ce qu'elle veut être à la traîne et du coup avoir une voix qui est affaiblie? Parce qu'honnêtement, dans un monde qui est en reconstruction, avec des puissances qui vont s'affirmer, la voix de la France, si elle n'est pas dissonante par rapport, par exemple, au gouvernement américain ou au britannique, bah, n'a aucune valeur. Parce que pourquoi aller parler au gouvernement? Et je le vois, enfin, pour ceux qui connaissent le Liban, par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France n'a aucune valeur? Parce que pourquoi parler au gouvernement français si on peut parler au gouvernement américain? Donc, ce qui faisait la force de la France, pourquoi est-ce que Dominique de Villepin, par exemple, je sais qu'il n'est pas de votre bord politique, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une figure qui parle dans les médias? C'est parce qu'en 2004, la France avait une voix et un rôle distinct de celui des Américains, des Russes, des Chinois et des Britanniques. Aujourd'hui, si la France ne se fait que l'écho du gouvernement américain ou agit de manière tardive, bah, elle a plus de poids et donc ça même pour notre comment dirais-je notre poids stratégique, c'est quelque chose voilà de problématique. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, ou des débats, ou si vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup, Johan. C'était super intéressant. Il y aura plein de questions. On va donner la parole à Yael d'abord qui voulait intervenir. En fait, Je l'ai fermé, mais il faut que je ferme complètement le son. Mais vas-y, tu peux très bien faire avec. Vas-y, on t'entend très bien. ok. Non, mais, euh, attends, je ferme mon caméra. Non,
Ah, tu veux que je ferme Ok, je veux pas. Que je parle comme ça. Que je parle Ok, Ouais, ça va. ça va. Alors, c'est juste sur ce sujet, j'ai une question. D'abord, est-ce que c'est hyper dérangeant avec Parce qu'il y a ton les tour images? là-haut. Non, non, c'est juste parce que je vois les deux images en même temps. Mais je pense que ça marche comme ça. Alors, est-ce que les enquêtes ils sont pas trop longues? Parce que tout à l'heure, Jean t'a parlé de Libéria et on a parlé des trucs qui s'est passé dans l'année 90. Alors, ma question, est-ce que tout ce mécanisme, moi je suis pour chasser des individus c'est-à-dire, l'histoire des 4000 franco-israéliens, elle est un peu plus compliquée que ça, mais évidemment, les individus qui publient sur les réseaux leurs crimes de guerre directe, il faut faire quelque chose contre eux. Mais est-ce que de toute façon, c'est juste, je connais rien, mais je me demande, est-ce que c'est les outils vraiment efficaces? Parce que si on commence une enquête qui va durer une dizaine d'années ou 15 ans, alors on n'a rien fait pour arrêter. Après, je suis bien d'accord que sur l'unité spéciale, et j'imagine que c'est dans la gendarmerie, et elles peuvent dire on commence, on cherche, on documente, ça sera déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire, on cherche la personne pour voir après c'est quoi qu'on va faire avec. Alors peut-être que ça doit être ça la demande, mais c'était une question et je connais pas la réponse. Et au niveau des sanctions, et moi je suis toujours en fait la première fois où j'ai essayé d'organiser des gens de gauche israéliens pour un appel et pour intervention internationale était déjà, je crois, 2002 à 2003. À l'époque, on était très, très peu de personnes. Et parce que toujours chez les gauchistes, et si on appelle à intervention internationale, c'est-à-dire c'est l'impérialisme. Alors on est contre, et après il y a cette attitude communiste que le changement doit être toujours de l'intérieur. Alors, mais moi, on va parler après de la société israélienne, tout ça, mais moi, je perds d'espoir, il y a déjà 20 ans, d'un changement d'intérieur. Je pense qu'il faut, c'est qu'il y ait des sanctions, et on a parlé des BDS, et moi, je suis cofondatrice des Boycott from Within, c'est un groupe d'Israéliens qui appelle au boycott, et on a essayé on a fait beaucoup de trucs avec les mouvements BDS et l'appel et PACBI et depuis 2006. Et je suis, en parenthèse, je suis pas toujours d'accord avec tous les appels et pas d'accord avec toutes les actions, etc. Mais c'est mon idée en général, c'est-à-dire, évidemment, ce qui est important pour moi, c'est pas les boycotts de Carrefour qui est important, c'est les S des BDS, c'est-à-dire c'est les sanctions. Quand il s'agit d'Israël, je suis d'accord avec Johan, mais ça, je pense que c'est très, très loin de beaucoup des raisons. Mais je pense que dans le cas d'Israël, il faut juste arrêter des privilèges. Alors, par exemple, je suis d'accord que quand on parle des individus, mais quand on parle des colons, on a 750 000 colons. Moi, j'ai déjà essayé de parler avec quelques députés, mais personne n'a rien fait. Moi, je me pose la question, comment ça, que les Israéliens en général, et ici on parle d'un truc national parce que les politiques de visa est nationale et elle n'est pas européenne comme les politiques économiques, alors comment ça, que les Palestiniens de Cisjordanie ont besoin de visas pour venir en France, donc, et les Israéliens, les colons qui habitent juste à côté, parfois c'est des personnes qui habitent dans la même rue, et arrive à France, c'est son visa. Alors ça peut être juste une petite question qu'on pose au ministère. Et ça, par exemple, on peut dire dès demain, et non, en fait, tous les Israéliens, on impose le visa sur tous les Israéliens. Ça, c'est pas des sanctions, hein. C'est juste, on annule un privilège. Mais je pense que l'impact d'un petit truc comme ça, c'est pas si petit, il sera énorme sur les Israéliens. Et je vais, on continue après de parler de la société israélienne, mais
en Israël, on a beaucoup de monde qui croit, qui sait qu'en font, et maintenant à Gaza, on sert l'Europe. On fait ça pour l'Europe. On est dans l'affront et des combats contre l'islam mondial ou je ne sais pas quoi. Et je pense que c'est pour ça, même les petites sanctions comptent, c'est-à-dire même les trucs parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose contre quelqu'un. Mais je pense qu'il y a beaucoup, évidemment, la suspension de l'accord d'association qu'il fallait qu'on les fasse. C'est-à-dire ça, c'est au niveau des parlements européens. Mais au niveau de la France, on a des toutes petites mesures et toutes petits trucs qu'on peut faire. Et je pense qu'ils sont pas compliqués et il faut juste parler de ça. Et particulièrement quand on compare, ça c'est un truc que j'ai appris beaucoup, même au niveau entre les franco-israéliens et les franco-palestiniens, quand on a fait la campagne électorale, le traitement est complètement différent, le traitement de la France. Je parle pas du traitement d'Israël. Et ça, c'est des trucs qu'on peut évoquer en France et c'est vraiment des trucs assez simples et qui peuvent être très efficaces. Mais j'ai besoin d'une réponse à ma première question. Merci beaucoup. Bah, vas-y, Johan. Après, on va faire tourner la parole. Donc, si on peut faire des réponses un peu courtes, mais bon, on a tellement de choses à dire. Ouais. Oui, non, ça c'est sûr que la justice, le temps de la justice, c'est pas celui ni de la diplomatie, ni encore moins de l'humanitaire. Donc bien évidemment que des poursuites pénales par définition et un jugement a fortiori prendront des années, voire des dizaines d'années, comme tu l'as dit. Mais simplement, c'est un effet préventif et dissuasif. Déjà, comme tu l'as dit, c'est de dire attention, ce que vous faites, c'est illégal. Ça, c'est déjà extrêmement important, y compris dans le discours public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le 22 janvier, de dire le mot génocide, c'était diffamatoire. Le risque de génocide, c'était diffamatoire. C'était comment osez-vous? Le 23 janvier, ça devient un argument extrêmement fort de dire c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice. Et on voit, par exemple, Stéphane Séjourné, son discours a totalement changé du jour au lendemain. Donc, le judiciaire a quand même un impact sur le politique. A fortiori, regarde, par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut se débarrasser de Benjamin Netanyahou. Tout le monde. En Israël, le gouvernement américain, en tout cas beaucoup. Mais c'est difficile d'appeler à un changement politique. Si demain, il est l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ça facilite le travail de tout le monde. Ça facilite au sein de son parti politique, il devient stigmatisé. Il ne peut plus voyager dans 124 États, on ne peut plus lui serrer la main, etc. Donc, forcément aussi, ce que j'ai moi constaté dans ma carrière, c'est que le fait que la justice simplement lance un mandat d'arrêt, ça a un impact aussi sur les positionnements des chancelleries, mais même dans le pays, sur une transition politique. Le fait que Charles Taylor, qui était président en exercice, ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ça aboutit au fait qu'il a dû quitter le pouvoir. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, dernièrement, pour les ressortissants français, ça a aussi un effet préventif. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait d'ailleurs que la violence prévaut en Israël et en Palestine? C'est le sentiment d'impunité qui existe depuis 75 ans. C'est le fait qu'on se dit qu'aujourd'hui, ça n'a aucune espèce de conséquence, le fait de détruire les biens d'un Palestinien, ou au contraire, de mener une attaque en Israël. Donc, la violence entraîne la violence. Et le seul moyen d'envoyer un message, simplement dans sa dimension expressive, c'est de dire ça constitue un crime de guerre. Même si la procédure prend 10 ans, le fait de le dire officiellement, c'est un changement de paradigme qui est extraordinaire. Donc, je suis conscient des limites du droit, mais ça n'est qu'un instrument parmi d'autres. Ça ne remplace pas le politique, ça ne remplace pas l'humanitaire, mais c'est un instrument qui aujourd'hui est le seul vers lequel les gens se tournent. Hein. S'il y a tant d'appétit pour la Cour internationale de justice ou pour la Cour pénale internationale,
c'est parce que beaucoup de gens se sentent démunis aujourd'hui face à l'impunité qui règne. Ouais, c'est sûr. On va prendre quelques questions. Enfin, je vais te poser quelques questions pour continuer et puis pour essayer de terminer sur l'aspect du droit, de la judiciarisation des choses. C'est sûr que c'est un outil qui semble intéressant à plein de monde puisqu'on voit que le politique sans le judiciaire, ben, c'est des décennies, un siècle de main libre pour Israël, qui a réussi à être du côté des grandes puissances occidentales. Voilà. Euh, sur le plan judiciaire, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que vous pensez en fait du fait que bon, l'Assemblée nationale depuis longtemps en France, enfin, il y a plusieurs années, l'Assemblée nationale a voté significativement en faveur de la reconnaissance de l'État d'Israël par la France, de l'État de Palestine, pardon, beau lapsus, de l'État de Palestine par la France. Et puis demain, on va avoir sous l'impulsion des camarades communistes, une proposition pour que le Sénat vote à son tour pour demander à la France de reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, par d'autres puissances, est-ce que c'est de nature à faire avancer certaines choses? Et puis, il y a eu deux questions posées dans le chat sur ben, comment on fait pour effectivement attaquer la France, pour la poursuivre devant la CIJ, parce qu'elle ne fait pas manifestement tout ce qu'elle peut faire pour prévenir le génocide en cours. Elle continue à vendre des armes ou des armes à double usage, des choses à double usage. Et puis aussi, comment est-ce qu'on fait si nous, on veut saisir un tribunal pour obliger la France à respecter son obligation de prévenir le génocide, ou bien si on veut saisir un tribunal pour dénoncer le fait que tel ou tel Français ou Française, par exemple, participe activement au blocage des convois humanitaires. Et Mathilde a une question aussi. Ok. Ce sera plus simple, non? Donc, oui, Non, on mais va pas t'empêcher de marcher. Mathilde Olivier. il faut dire aussi qu'on a les publics. Là, c'est bon. Euh, bonsoir. C'est bien de me voir derrière. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Mathilde Levier, je suis sénatrice écologiste des Français de l'étranger. Je voulais juste revenir sur quelque chose de similaire à la question qui a été posée dans le chat. Tu l'as un peu évoqué autour du fait qu'on puisse, comment dire, mettre devant la justice les Franco-Israéliens. Est-ce que tu peux revenir sur des cas avérés de participation à des crimes de guerre par des Franco-Israéliens? Est-ce qu'il y a déjà des cas avérés? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Et est-ce que la justice française peut agir et peut s'autosaisir de cas avérés? Et revenir un peu sur la procédure voilà, qui pourrait être enclenchée par la justice française sans avoir besoin forcément que ce soit des individus français qui la saisissent, mais est-ce qu'elle peut s'autosaisir? Voilà, dans un premier temps. Je m'arrête là. Merci Mathilde. Alors, dans l'ordre, d'abord, juste rappeler que quand je disais que le pouvoir judiciaire avait quand même une influence, faut pas s'y tromper. Hier, si le Canada a suspendu ses livraisons d'armes, c'est parce qu'ils ont peur de poursuites pénales. Si les Pays-Bas ont suspendu leur livraison, c'est parce qu'un tribunal l'a ordonné. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est l'importance du judiciaire. Ce qui me permet de parler de la France. Honnêtement, le degré de complicité, on va appeler ça comme ça, de la France est pas suffisamment important pour engager sa responsabilité devant la CIJ, par exemple. Mais j'ai oublié d'en parler, vous savez que c'est quoi? C'est le 8 et 9 avril, il y aura devant la Cour internationale de justice le procès de l'Allemagne euh, engagé par le Nicaragua. Alors là, je ne suis pas aussi partisan du Nicaragua que je le suis de l'Afrique du Sud, mais voilà, c'est montrer que
Et l'Allemagne aujourd'hui est poursuivie par le Nicaragua devant la Cour internationale de justice pour sa complicité avec le génocide et notamment pour avoir suspendu l'aide à UNRWA et pour avoir continué à livrer des armes. Donc, vous voyez, en fait, le Canada, la France, les États-Unis, aujourd'hui, ils ont peur aussi de ce préjudice réputationnel plus que réellement la responsabilité, puisque c'est une responsabilité étatique devant la Cour internationale de justice. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui fait peur aussi à la France. C'est le fait d'être stigmatisé comme un État qui peut être potentiellement poursuivi. Ce qui m'amène à la dernière question qui est sur la responsabilité de la France. Il n'y a pas énormément de choses qui sont possibles de faire devant les juridictions françaises, sauf peut-être par exemple devant le tribunal administratif pour contester une décision qui serait prise par l'administration, par exemple l'octroi de visa ou de choses comme ça, et jusqu'à ce que ça remonte Conseil d'État et éventuellement Cour de cassation. Mais c'est vrai que c'est limité. Mais par exemple, si, et ça c'est des choses que je sais des confrères explorent, il y a l'article 145. Mon idée, c'est plutôt de viser les entreprises. Par exemple, il y a l'article, il me semble, 145 du Code civil qui, à partir du moment où vous avez un faisceau d'indices qui laisse penser, par exemple, qu'une entreprise cacherait des informations, vous pouvez obliger le juge à donner accès à ces informations. Et ça a déjà un effet préventif. D'obliger Thales, par exemple, à divulguer les contrats qu'il a avec des entreprises israéliennes ou avec l'armée israélienne, je peux vous dire qu'en termes de risque, comment dirais-je, réputationnel et donc commercial, c'est extrêmement important. Et donc, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au bout du processus judiciaire. Le simple fait qu'un juge oblige à disclosed, c'est quoi disclosed, à communiquer des pièces à une entreprise, ça peut avoir un effet absolument extrêmement important sur l'entreprise ou sur l'État. Maintenant, sur la question sur les cas avérés, il n'y a pas de cas avérés. Il n'y a pas de cas avérés parce que tout le monde est présumé innocent et que je ne dirai jamais qu'une personne est responsable d'un délit ou d'un crime. Je suis quand même, mon background, c'est un avocat de la défense et j'y suis très attaché. Et donc, il n'y aura jamais de cas avérés jusqu'à ce qu'un tribunal ait considéré que cette personne est coupable. Sauf que c'est l'objet de l'enquête de le déterminer. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait un cas avéré pour qu'un député, par exemple, ou que le procureur de la République s'autosaisisse, ou au titre de l'article 40 du Code pénal, un député saisisse le procureur de la République. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que à partir du moment où un soldat français, par exemple, dit qu'il a participé à la logistique de l'armée israélienne et qu'aujourd'hui, cette logistique empêche l'aide humanitaire de se rendre dans la bande de Gaza, pour moi, on est déjà dans un faisceau d'indices qui laisse penser qu'il peut y avoir le crime de guerre d'entrave à l'aide humanitaire, au moins en titre de complice. Et donc, voilà, c'est suffisant pour lancer les enquêtes, pour lancer un interrogatoire, pour savoir exactement quel a été le niveau de participation, etc., de cette personne. Le dernier mécanisme, c'est celui de la compétence universelle qui autorise les juridictions françaises à lancer des enquêtes et des poursuites contre n'importe quel individu qui serait rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Mais si j'ose dire, commençons par nos propres ressortissants. C'est ce dont je parlais. On poursuit aujourd'hui des Rwandais, des Libériens, des Syriens qui ont une résidence habituelle en France. C'est très bien et la France est un modèle en la matière. Mais ça n'est crédible et ça n'est valable qu'à partir du moment aussi où on poursuit nos propres ressortissants, ceux qui ont un passeport français, qui sont suspectés des mêmes crimes. Et ça me permet de parler du dernier point, et je le vois c'est Netanyahou a une protection de chef d'État, oui. Qui ne tient pas devant la Cour pénale internationale. C'est la raison pour laquelle Poutine est poursuivi aussi devant la Cour pénale internationale. Donc, l'immunité ne s'applique pas devant la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, la France
a lancé un mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad, ce qui semble aussi montrer, et c'est le premier mandat d'arrêt d'un État contre un chef d'État en exercice, ce qui semble laisser penser que la France aujourd'hui considère que le droit coutumier, en réalité, lui permet de dépasser les privilèges et immunités qui sont accordés aux chefs d'État lorsque il y a une suspicion de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Merci beaucoup. On va faire tourner un peu la parole et puis on va changer un peu, on va quitter un peu le terrain du judiciaire peut-être pour aller sur le terrain des solutions politiques de long terme. Il est bien évident pour tout le monde, en tout cas tous les observateurs du Proche-Orient, que il y aura pas de paix durable sans solution de règlement politique et que le jour où on aura réussi à obtenir la fin des bombardements israéliens, la fin du génocide, ce sera seulement le début du travail qui consiste à essayer de faire en sorte qu'on aboutisse à une solution durable pour que les gens puissent vivre en paix, tout simplement. Et moi, j'aurais voulu poser une question à Karim. Karim, tu es écrivain, tu es poète, tu comprends les hommes et les femmes peut-être mieux que nous. Comment est-ce que tu penses qu'on peut arriver après ce déchaînement de violence et après toute cette longue période de haine partagée, comment est-ce qu'on peut arriver, selon toi, à faire en sorte que les gens arrivent à vivre en paix les uns avec les autres? Et est-ce que tu as une opinion sur solution à un État versus solution à deux États? Euh, voilà, à toi. Merci Et beaucoup. Bon, désolé d'intervenir par Zoom, j'aurais bien aimé pouvoir être présent avec vous. Euh, alors d'abord, je ne sais vraiment pas si je comprends mieux les hommes et les femmes que vous, je ne crois pas. Mais peut-être pour au moins répondre, disons, en tant que personne palestinienne qui est directement concernée par ce qui se passe. C'est toujours un peu difficile de parler après, par exemple, une parole de juridique portée par Johan, parce qu'on est vraiment dans l'univers de la grande précision, qui pour moi est vraiment salvateur. Enfin, je pense que c'est très très important pour citer Johan d'ailleurs, que ce droit est en fait une boussole dans ces moments aussi de confusion. Donc je vais je vais essayer de ne pas raconter des bêtises. Mais pour répondre à votre question, je vais d'abord peut-être juste dire un petit mot sur ce terme qui est utilisé pour ainsi dire, l'intitulé du sujet, qui est un terme pour lequel on m'invite beaucoup en ce moment, qui est le jour d'après. Euh, que je trouve très intéressant, d'autant qu'il évoque surtout en fait des perspectives le jour d'après, c'est des films de dystopie post-apocalyptique. Donc c'est une perspective terrifiante que celle du jour d'après. Je pense que, mais ça m'intéresse parce que je n'arrive pas à conceptualiser aujourd'hui comment on peut penser à ce jour d'après quand en fait ce qu'il faut qu'on pense c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est l'immédiat et c'est l'urgence enfin, à laquelle on fait face. Et c'est je pense, et je crois que tout le monde sera d'accord sur ça, c'est qu'on fait face à une difficulté assez particulière qu'on entend aussi dans la question de Yael, en fait, qui est celle de euh, comment est-ce qu'on garde en tête le temps long, qui est essentiel, le temps de la construction de ce qui se passe, d'un avenir partagé ou pas, et la réponse nécessaire, immédiate à l'urgence au moment où on se parle. Et c'est très difficile parce qu'on est constamment ballotté entre les deux, en fait. Personnellement, en tout cas, je suis constamment ballotté entre l'espèce d'horreur, de sidération face à ce qui se passe et à la réaction à ce qui se passe, et la nécessité de réussir à penser au-delà. Euh, il y a une chose
Très simple. Ma première réponse est très simple. Je pense que je parle en mon nom, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. C'est que moi, après le 7 octobre, il y a une chose qui m'a semblé évidente. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais je me suis dit, c'est fini. Fini. J'ai eu l'impression que mon horizon a été totalement oblitéré. Je ne voyais plus, et maintenant, 5, 6 mois après, je ne suis pas plus optimiste que je ne l'étais le 10, 11 ou le 12 octobre. Tout, d'ailleurs, m'a constamment donné raison, hein. Enfin, on est entré, je pense qu'il faut prendre un moment pour concevoir le moment où on est. C'est-à-dire que là, parce que le, le- l'agression se se déroule dans un temps très long, on en perd un peu conscience de l'horreur quotidienne. Et l'un des problèmes de cette horreur, au-delà juste du fait qu'elle est moralement insupportable, c'est qu'elle solidifie, elle solidifie des opinions palestiniennes. Moi qui suis le premier à vraiment croire dans je sais pas, les organisations internationales, la politique, enfin, vraiment, c'est des choses auxquelles je pensais être attaché. Ça requiert aujourd'hui une espèce de déni permanent pour me dire que c'est quelque chose qui sert à quelque chose. On voit ce qui se passe, on voit, pas pour prendre l'exemple de la France où je suis, on voit la réaction française politique, on n'oubliera pas. Et ça, je dis pas, je dis ça avec, c'est un vrai problème qu'on l'oubliera pas. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de créer aussi, c'est des Palestiniens qui ont très bien compris, très bien compris. On le savait avant quand même, mais là, on le sait encore mieux. C'est qu'on ne peut pas, on a l'impression en tout cas qu'on ne peut pas compter sur qui que ce soit. Ce qui est une position terrible dans laquelle être, vraiment terrible. Euh, il faut d'abord que ça s'arrête. Et en fait, le problème là, vous savez, moi, alors Yael pourra en parler mieux que moi, par exemple, mais moi, en tant que Palestinien, par exemple, une question qui m'interpelle sans cesse, vraiment, je me dis, mais comment est-ce possible? C'est par exemple le fait que, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de déserteurs. Pourtant, la désertion est quand même, enfin, en temps de guerre et surtout dans le temps où des atrocités sont commises, on s'attendrait à ce qu'il y ait quelques déserteurs dans l'armée israélienne. Alors, il y en a certainement, je veux pas dire autre chose, mais je suis étonné du soutien massif de la population israélienne à ce qui se passe. Soutien massif qui semble être plus ou moins démontré, notamment par les sondages. Et ce soutien, il m'interroge vraiment. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'on va faire de ça après, nous, quand on pense justement à des perspectives enfin, d'un futur, de paix, etc. Qu'est-ce qu'on va faire du fait que ces 5 ou 6 derniers mois, il y a eu des manifestations en Israël, mais les manifestations ne concernent pas les Palestiniens. Les Israéliens, grosso modo, ils s'en foutent un peu qu'on tue les Palestiniens ou pas. C'est pas la question, c'est pas ce qui les préoccupe, en fait. Qu'est-ce que nous, on va faire de ça après? Comment est-ce qu'on va... Encore une fois, je veux juste être précis. Évidemment qu'il y a des Israéliens, Yael en étant un exemple parmi beaucoup d'autres, qui sont impliqués de façon plus ou moins active dans des formes d'opposition. Mais numériquement, ce n'est pas ça la société israélienne. Et qu'est-ce que nous, on est censé faire face à une société qui peut observer la destruction de Gaza sans scier? Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu après, ce jour d'après. Là, il faut qu'il arrive. Je pense pas qu'il va arriver de sitôt. Et puis ensuite, il faut qu'on arrive à quelque chose. Alors, personnellement, ma position qui a jamais trop bougé, c'est un État. Cette solution me semble, en tout cas, être l'horizon non seulement politique, mais moral auquel on doit aspirer. D'abord parce que de fait, on vit grosso modo dans un État aujourd'hui, hein. Enfin, c'est un peu le cas. Euh,
deux États, on ne voit pas très bien dans quelle architecture deux États peuvent exister, on ne comprend pas très bien qui fait partie de ces deux États. Moi, je ne dis pas binational, par exemple. Quand je parle d'un État, je n'aime pas dire binational, parce que bon, j'ose espérer aussi qu'on peut voir long et loin, et qu'on n'ait plus besoin de solliciter ce genre de terminologie, en fait. Euh, je vous le dis aujourd'hui, j'y crois pas aujourd'hui, là, ce soir, en vous parlant, hein, je n'ai pas l'impression que c'est une possibilité qui est à portée de main, mais en tout cas, c'est une possibilité de travail qui me semble être euh, celle qui constitue pour nous une exigence politique. Euh, le problème étant que je ne sais pas aujourd'hui comment on parvient à cette solution et les types de sociétés, et israéliennes et palestiniennes, qui sont en train d'être solidifiées avec ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va en sortir. C'est-à-dire qu'on est à un moment, euh, on m'a demandé plusieurs fois de m'exprimer à plus ou moins sur ce sujet. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'une des difficultés aussi, c'est qu'on est dans un moment d'inconnaissabilité totale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer, ni demain, ni dans une semaine, ni dans 3 semaines. On est entré dans une espèce de... Et je m'excuse d'utiliser ces termes parce qu'ils sont vraiment indécents, mais on est entré dans un quotidien des opérations à Gaza. Donc on a un peu, on peut avoir l'impression que bon, tous les jours sont tout aussi horribles et que cette horreur se poursuit de façon monotone. Monotone au sens où bon, elle se répète, il y a une forme d'uniformité de ce qui se passe. Ce qui peut nous donner l'illusion qu'on peut deviner ce qui va se passer demain aussi, puisque demain ne sera que comme aujourd'hui. Mais on ne sait pas, en fait. On est entré dans, je pense, l'ère de l'événement politique total. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'une bonne chose aussi se présentera demain politiquement. Mais tout ça pour dire qu'on est dans une situation d'une complexité non seulement politique, mais aussi culturelle et émotionnelle telle, une forme de chaos tellement impensable que, que c'est difficile qu'il faut penser à ce jour d'après, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé, on est bien obligé de le faire. Mais et c'est difficile, voire impossible. Et juste un petit, j'ai été peut-être un peu long, mais juste une petite chose sur cette question de la solution à un ou deux États. Il y a une autre difficulté. Moi, donc là, je parle en tant qu'une personne qui parle en France. Il y a une autre difficulté qui est intellectuellement complètement affligeante, mais qui est réelle. C'est que par exemple, aujourd'hui, en France, moi, pendant très longtemps, là, ces derniers mois, je n'osais pas trop dire que j'étais pour un État, parce qu'on me répondait tout de suite, ah, vous êtes pour la destruction de l'État d'Israël. Ce qui est vraiment intellectuellement absolument affligeant. Mais de fait, c'est le climat discursif dans lequel on se présente. C'est-à-dire que cette solution, dont le gros défaut en réalité est que, bon, bah, c'est un peu une solution ce qu'on peut lui reprocher, notamment, c'est que c'est une solution un peu bisounours. Vous pouvez très bien me dire, c'est complètement absurde. Enfin, quelles sont les étapes, quelles étapes tu imagines pour arriver à deux États? Ça semble, enfin, à un État de nation, je sais pas quoi, ça paraît juste hors de propos. Mais c'est pas ça qu'on me reproche. C'est tout de suite, on me renvoie à des formes de discours euh, vraiment lamentables, en fait, qui empêchent même que cette conversation puisse avoir lieu en France, puisqu'on a complètement enshrine, enfin, on a transformé la solution en deux États comme l'espèce de nec plus ultra de la solution politique, alors que l'on sait très bien que ce n'est pas une solution, et que deux États, ça n'a jamais été une solution, que concrètement, sur le terrain, ça n'a jamais été possible d'envisager deux États, en fait. Et donc, on fait face aussi à cette difficulté qui est celle que même, donc j'apprécie de pouvoir le faire ici, justement, parce que même réfléchir à voix haute à ces problématiques dans beaucoup d'espaces, notamment politiques, et hors de propos, comme si c'était la solution à un État qui, encore une fois, moi, me tient à cœur en tant qu'idéal, en fait. Si je crois pas en ça, faut laisser tout tomber, en fait. Bah, elle est même plus dissible euh, en ce moment. Donc voilà, Karim, ouais, permets-moi de te couper là-dessus justement pour que tu puisses nous salut. expliquer. Tu dis c'est pas possible, ça n'a jamais été possible.
d'avoir une solution à deux États. Ça n'existe pas, etc. Bon, je voudrais vous faire réagir un peu tous ici, en fait, sur bon, bah, pourquoi pas. Est-ce que c'est pas possible de la même manière que ben, les Pieds Noirs ont quitté l'Algérie à la fin de la guerre d'Algérie? Est-ce que c'est pas possible que ben, peut-être avec l'imposition d'une force internationale, les colons soient forcés de quitter la Cisjordanie et qu'on construise un point de passage, enfin un tunnel, enfin un corridor, pardon, entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, par exemple. Je peux Euh, répondre Vas-y d'abord, Karim. Vas-y, Karim. assez rapidement. Je ne sais pas si on est tous d'accord, mais alors déjà, justement, typiquement, cette discussion autour du corridor de passage, enfin, en fait, on en parle, mais je vais dire, c'est complètement délirant. Enfin, je veux dire, vraiment, en termes de solution, c'est juste délirant de se dire, on va créer un corridor de passage pour que les Palestiniens de Cisjordanie puissent aller à Gaza sans toucher Israël, parce que ce serait la catastrophe. Enfin, c'est vraiment, c'est un délire. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel on faisait des blagues tout le temps. Euh, pour, euh, pour les colons, oui, j'imagine que les colons peuvent enfin, je veux dire, peuvent repartir en Israël. Enfin, je sais même pas. En fait, on est tellement imbriqués les uns dans les autres, Israéliens, Palestiniens, colons, non colons, que bon, tout ça, je veux dire, oui, ils peuvent repartir, mais ça ne changera pas grand-chose, en fait. Le problème des deux États, c'est pas seulement la présence des colonies. Ça, c'est un grand problème, mais c'est pas le seul. C'est qu'Israël dépend évidemment. En fait, c'est pour ça que la Cisjordanie est divisée en zone A, B, C, en zone A et C surtout. C'est que la plupart des ressources naturelles sont en Cisjordanie, donc Israël a besoin de contrôler la Cisjordanie. La main-d'œuvre est essentiellement de Gaza et de Cisjordanie. Enfin, l'économie de la Cisjordanie dépend entièrement d'Israël et vice-versa. On a la même monnaie. En réalité, les frontières sont les mêmes puisqu'elles sont contrôlées par Israël. Euh, Cette espèce de bric-à-brac un peu comme ça. En fait, c'est la solution la plus compliquée. C'est ça. La solution la plus compliquée est une solution à deux États. Elle implique de faire genre des acrobaties de ouf et de genre penser des trucs et en fait de, de faire perdre à plein de gens des appartenances qu'ils ont parce que qu'est-ce qu'on fait bon, qu'est-ce qu'on fait de Jérusalem évidemment, qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, les colons, enfin bon, enfin, c'est terrible ce que je vais dire, mais dans une solution à un État, ce qui est cool aussi, enfin, c'est que tout le monde peut aller là où il veut, enfin, en soi. Enfin, on peut imaginer, il y a des gens qui vont être très contents. Donc, juste la solution à deux États est une solution extrêmement compliquée. Là où celle à un État est idéologiquement compliquée, mais dans les faits, pourrait être plus sustainable, en fait, aussi, sur un vrai long terme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois donner la parole d'abord à Yael ou à Johan. Il y a des gens qui ont des contraintes, Johan. Ça va. Vas-y, Yael, alors. Vas-y. Vas-y. Et oui, ça marche? Ok. Et en fait, quand on parle des... Moi, je suis complètement d'accord avec Karim. Mais je pense que quand on parle d'un État des États, il faut... Moi, je fais la séparation. En fait, je parle de la réalité. C'est-à-dire, il y a trois niveaux de la réalité qui existe. La vision, où je partage complètement une vision républicaine, parce que parfois, et quand j'essaie d'expliquer, par exemple, quand j'étais en Israël, dans les partis politiques et balades, et on nous avait demandé, vous demandez quoi exactement? Il y avait un moment que j'ai compris, non, tout ce qu'on demande, c'est juste les valeurs de la République, mais partout. Et après, quand j'ai fait ma campagne électorale l'année dernière, c'était la même chose, c'est-à-dire les valeurs de la République et partout et pour tous, pas plus que ça. C'est-à-dire, et je suis vraiment très républicaine. Je veux bien qu'il aura une république partout dans le monde, y compris Israël-Palestine. Alors, c'est ça, la vision est simple. Est simple et pas simple parce qu'il est inimaginable. Et aujourd'hui, j'ai échangé avec un copain palestinien qui m'a dit que c'est immoral de parler aujourd'hui de la jour d'après. Parce que maintenant, il faut juste qu'on arrête. Qu'on arrête et tout ça. Et ici, on partage, mais quand même. Et après, il y a la troisième niveau qui c'est la demande politique. En fait, on fait quoi? On demande quoi? On fait demain au Sénat
on vote pourquoi? Et d'abord, quand on parle de la réalité, il y a déjà un État en Israël-Palestine. Et encore une fois, moi, je dis jamais en Israël et en Palestine parce que je demande toujours, tout le monde sait où exactement, où on passe entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire, Karim, il vient de le dire, il y a les frontières extérieures, il y a et tout est contrôlé par Israël, c'est-à-dire de la mer et de l'air. Et Israël, c'est très, très important, les registres des populations, parce qu'en Israël, comme dans beaucoup d'autres pays du tiers monde, ce qu'on n'a pas en France, on a un registre des populations, un numéro d'identité. C'est Israël qui donne les numéros d'identité, même pour les Gazaouites. C'est très, très important. C'est-à-dire, le contrôle est total. On ne peut pas y entrer, on ne peut pas y sortir. Après, l'Égypte, même ce qu'on voit maintenant avec l'aide humanitaire, on continue de les mêmes façons qu'on a fait avant le 7 octobre, c'est-à-dire chaque camion qui arrive, sauf les trucs qui arrivent par le tunnel, évidemment, chaque camion qui arrive même par l'Égypte, il est contrôlé d'abord par Israël. C'est-à-dire parce que ça, c'est les accords de Paris de 95 qu'on a fait après l'accord d'Oslo, qui règlent tout ce qui est économique. Et c'est pas des économies qui se dépendent, c'est une économie. C'est-à-dire on a une monnaie, et une monnaie, on a tout l'import, l'export passe par les ports israéliens normalement. Et après, c'est un autre discours qui est complètement détourné, qu'on nous dit on leur donne. Non, non, on ne donne rien aux Palestiniens à Gaza. C'est-à-dire qu'on se passe par la porte d'Ashdod, on paye en fait. C'est-à-dire toute l'activité économique qui est liée à l'importation et à l'exportation et grandit l'activité économique israélienne. C'est-à-dire, et c'est pareil pour l'électricité, c'est pareil pour l'eau, c'est-à-dire les Palestiniens, ils participent à cette économie où on produit beaucoup plus de choses, c'est-à-dire c'est en fait c'est un marché. Quand on entre en supermarché, bon, moi la dernière fois quand j'étais en supermarché à Gaza, c'était quand même il y a plus que 20 ans, mais un supermarché à Ramallah, à Bethléem, et je ne parle pas des supermarchés de colonies à Rami Levi où les gens de Bethléem font leurs courses, je parle des supermarchés propres à Bethléem ou à Ramallah, on trouve les produits israéliens, et plutôt, c'est-à-dire c'est vraiment un endroit. Et c'est un endroit sur tous les niveaux. C'est-à-dire les systèmes de TVA, c'est l'accord de Paris. C'est-à-dire ça s'appelle comment, custom, les douanes. C'est un système de douane. Et tout ça. Et là-bas, on a 15 millions de personnes. 15 millions de personnes, moitié israéliens, moitié palestiniens. En fait, les données que j'ai les précises parce qu'encore une fois, grâce à ce registre de population, on a un registre qui, après, je peux parler 3 heures sur les statistiques et comment il est aussi très bizarre en Israël-Palestine, mais grosso modo, on a 15 millions de personnes, moitié palestiniens, moitié israéliens. Ce qui est important, qui parmi les Palestiniens, on a grosso modo 1 600 000 Palestiniens citoyens d'Israël, qui sont citoyens, mais ce qui est aussi très bizarre, qu'on ne comprend pas en France quand on parle d'Israël-Palestine, qu'on peut être citoyen, c'est-à-dire on vote aux élections, on porte les passeports, mais on n'a pas les mêmes droits comme notre co-citoyen. Ce qui est vraiment pas possible dans notre pensée, parce que pour nous, la République, pour nous Français, et la République, c'est la citoyenneté. Bon, ce n'est pas le cas en Israël. Alors, on a 1 600 000, peut-être un peu plus maintenant, citoyens palestiniens d'Israël. Dans notre occasion, on peut donner les exemples. On parle des 70 lois discriminatoires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la discrimination par la loi, et après, on a une discrimination énorme par la politique. Et on a les chiffres de 2021, c'était 370 000 Palestiniens de Jérusalem. Et eux, ils ont une carte de séjour, c'est-à-dire Israël a annexé Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem-Est, c'est pas que Jérusalem-Est, c'est en fait c'est tous les villages autour de Jérusalem, presque jusqu'à Béjala et Bethléem.
et presque jusqu'à Ramallah. Et cette personne-là, en fait, ils ont les problèmes de leur statut, c'est un statut qu'on peut retirer facilement, c'est-à-dire si on quitte pour quelques années pour nos études, on peut perdre les droits de retourner à notre propre maison. Mais sinon, c'est un statut comme les résidents permanents en France, c'est-à-dire on profite le système, on profite pas, on cotise et on se soigne. Et dans les systèmes, la sécurité sociale israélienne, etc. Alors, toutes ces personnes viennent ensemble. Dans les Cisjordanie et Jérusalem-Est, on a 750 000 colons. 750 000 colons. C'est 10% des Juifs israéliens habitent dans les colonies. C'est énorme. Ils composent un quart des personnes qui habitent dans les Cisjordanie. Un quart des personnes des Cisjordanie, c'est des colons. Alors, imaginons, je vais parler comme Dominique de Villepont. Ah, c'est quoi le problème là? Et les 750 personnes qu'ils dégagent. Et chaque fois qu'on parle de l'Algérie, il faut qu'on fait gaffe, parce qu'il y a quand même parmi nous des personnes qui parlent des modèles coloniaux. Ils ne parlent pas des 750 000 colons, ils parlent des 9 millions israéliens qu'ils dégagent. Et ça, évidemment, c'est un truc que je trouve hyper problématique, mais il faut bien écouter et il faut toujours être responsable aussi quand on parle de ça, parce que c'est un peu ambigu et parfois. Alors, d'abord, pour c'est clair, c'est clair qu'Israël, le modèle colonial applique sur Israël, et même dans l'écriture d'Herzl, il a parlé de la mission coloniale, c'est-à-dire. Mais la question qu'on compare avec les modèles d'Algérie, c'est-à-dire, est-ce que vraiment les colons, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de tous les Israéliens comme les colons? Aujourd'hui, on parle de settler-colonialisme. Alors, quand on parle de settler-colonialisme, on peut juger ce qui se passe, mais en fait, le settler-colonialisme, c'est des personnes qui restent. C'est pas des personnes qui partent. Et aujourd'hui, les 9 millions juifs israéliens qui habitent sur le terrain, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux vous dire que même parmi les franco-israéliens, on a 70%, par exemple, dans les LEC de Tel Aviv, il y a que, et on parle des adultes, ok, pas des enfants, il y a que 30% des personnes inscrites qui sont nées en France. Alors, C'est-à-dire, la LEC, c'est les listes électorales et consulaires. Alors, c'est-à-dire, et on parle que des adultes, c'est-à-dire, j'imagine que les chiffres des Français en Israël est double, et parmi les enfants, le pourcentage des personnes qui sont nées sur place est beaucoup plus important. Alors, on a vu ça implique, mais c'est vraiment une parenthèse aussi sur le chiffre de 4000 soldats franco-israéliens, mais on parle de ça dans une autre occasion, parce que c'est lié aux autres trucs juridiques, des accords entre les pays, etc. Mais c'est-à-dire que quand même, après 100 ans de colonialisme, de mouvement sioniste, etc., on a des personnes qui habitent sur place, et c'est leur seul endroit. On a ce problème d'image, parce qu'en France, il y a des personnes qui parlent, moi je suis israélien, c'est-à-dire ces franco-israéliens qu'on voit dans les médias, ils sont plutôt des personnes qui viennent d'immigrer en Israël, qui s'immigraient dans les dernières, en tant qu'adultes, parce qu'ils ne sont pas comme moi, hein, ils parlent très bien français, mais en fait, ce n'est pas la représentation des Israéliens. On a une représentation un peu problématique en France de ce qui est israélien. La plupart des Israéliens, ils parlent avec un accent fort quand ils parlent français, et même quand ils portent, et même quand ils ont un passeport étranger, une autre nationalité, ils ne connaissent pas forcément la langue. Alors, et ça, je pense que c'est important à savoir. Alors,
cette réalité, c'est une réalité d'un État. C'est une réalité d'un État. On peut parler d'apartheid, c'est-à-dire les termes juridiques d'apartheid appliquent très bien. Après, est-ce que c'est exactement comme l'apartheid d'Afrique du Sud? Bon, je pense que les personnes ici dans notre Zoom, ils savent qu'il y a une différence. C'est comme les génocides, c'est-à-dire les crimes de génocide dans les lois internationales, ce n'est pas exactement le génocide qui est arménien ni le génocide juif. C'est pareil pour les crimes d'apartheid. Ce n'est pas exactement comme l'apartheid d'Afrique du Sud, mais l'apartheid juridiquement, Johan peut parler mieux que moi de ça, mais on a 15 millions de personnes et on a chaque groupe de personnes a des droits, système de droits différents. Et parfois, c'est vraiment ridicule parce que parfois, quand on parle d'accidents de voitures entre colonnes et pas forcément entre colonnes, entre citoyens israéliens, même si les Palestiniens, par exemple, et Palestiniens de Cisjordanie, les jugements est très, très compliqué. C'est-à-dire, on a des cours différents, et ça dépend, on a tellement de... Et tout ça avec beaucoup de violations des droits internationaux, évidemment. Alors, ça, c'est la réalité sur le terrain. On a un État, un endroit où on a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et c'est hyper séparé. Il y a beaucoup de ségrégation, beaucoup de séparation, on a beaucoup de murs, beaucoup de checkpoints, etc. Mais c'est jamais, sauf l'exception de Gaza, jamais sur la ligne verte, c'est-à-dire la ligne au niveau de Cisjordanie, c'est jamais sur la ligne. C'est-à-dire, et qu'on connaît les terrains. Et moi, c'est un truc qui me... Je pose la question beaucoup parce que quand on parle, on me dit, j'ai été en Israël et en Palestine. Je dis, OK, alors, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as passé entre Israël et la Palestine? Non, évidemment. Alors, ça, c'est la réalité. La vision, on est d'accord avec Karim, on est républicain, on veut un État. Mais après, c'est quoi notre demande politique aujourd'hui? Et comment on parle des États? Et d'un État ou des États? Et ici, je pense que c'est très intéressant parce que moi, je pense qu'il faut toujours demander des États, malgré tout ce que je viens de dire. Mais il faut être précis et il faut dire qu'il ne faut pas parler de la politique de séparation. Parce qu'encore une fois, je parle de Dominique de Villepin, ses interventions sur la Palestine sont géniales, mais chaque fois, et d'autres historiens, d'autres personnes maintenant qui parlent des solutions possibles, et on parle des États comme incarnation d'une politique de séparation. Et ici, je rejoins Karim encore une fois, c'est-à-dire comment on se sépare. C'est-à-dire, c'est pas, disons, pas de problème, ok, 750 000 colons, je suis d'accord avec De Villepin, ça, c'est pas un problème, on peut reloger. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire, on parle des 2 millions de Palestiniens, celles qui est citoyen d'Israël et de Jérusalem-Est. Les personnes de Jérusalem, ça fait déjà, on parle des 67, c'est-à-dire ça fait 57 ans, n'est-ce pas? Et où tout est réuni, c'est-à-dire les personnes, ils travaillent dans les deux côtés, c'est-à-dire on a des amis, on a des familles, on se marie, on couche ensemble, on mange ensemble, on fait beaucoup de choses, c'est-à-dire, et Jérusalem même, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui pense qu'on peut faire des politiques de séparation et annexer toutes c'est-à-dire et laisser la vieille ville de Jérusalem, qui était normalement c'est Jérusalem-Est, sans accès aux Juifs israéliens. Alors personne ne parle de ça. C'est-à-dire, alors moi je pense que les discours d'aujourd'hui des États, c'est un discours hyper dangereux. C'est-à-dire parce que quand on parle de ça comme séparation, la seule possibilité de séparer, c'est, et je vois que j'arrête, tu verras, tu veux Ouais. dire quelque chose? Oui. Non, en fait, Non, c'est ton Jean. micro, Oui, oui.
Ouais, merci. On va laisser la parole à Johan qui doit partir, mais il m'entend peut-être pas. Si, c'est bon. La parole à Johan qui va partir, et puis après il y a Karim aussi, malheureusement. Johan, tu peux prendre ton tour de parole, et puis en même temps, je vais te poser une question sur le droit au retour. Et ça a été une question posée par Jacques Nénaud. Merci Jacques de Soliver. Jacques, je lui dis que je viens de recevoir sa commande que j'ai faite samedi dernier. Euh, Jacques tient une boutique de produits palestiniens. Euh, le droit au retour, Johan, on sait bien que il ne sera pas forcément effectif, mais est-ce que tu peux nous dire un mot de la politique transactionnelle qui consisterait à dire, OK, dans la solution politique, il y aura la reconnaissance du droit au retour comme un préalable à des négociations sur des indemnisations et sur du cas par cas parce que tout le monde ne veut pas revenir ou comment on gère le truc, etc. Comment on peut passer du principe de la reconnaissance d'un principe juridique à des mécanismes transactionnels pour s'arranger, entre guillemets. Attends, là, juste une seconde, le son est coupé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était de mon côté. Euh, oui, le droit au retour, il est inscrit dans les résolutions des Nations Unies. Donc, mais effectivement, après, il peut prendre différentes formes. Il peut prendre une forme d'un retour effectif, d'un droit à la réparation, même d'un droit simplement à la reconnaissance. Aujourd'hui, les attaques du gouvernement israélien contre UNRWA, faut savoir que c'est principalement ce droit au retour en réalité qui est attaqué parce que euh, l'alternative, c'est quoi? C'est de créer une nouvelle organisation des Nations Unies qui recrute des gens qui ont l'expérience du terrain à Gaza pour délivrer l'aide humanitaire. Bah, ça s'appellera UNRWA, hein. C'est UNRWA bis, mais la seule chose, c'est qu'on aura modifié ce droit au retour, même si c'est totalement utopique. Je suis vraiment désolé, je dois y aller, mais peut-être que je peux terminer sur deux choses qui, moi, je suis pas du tout expert, ni comme Karim, ni comme Yael, de la solution à un État ou deux États. Mais je suis quand même assez surpris, notamment par les Français, de ce manque de créativité, d'utopisme ou d'imaginaire. On va voter pour les élections européennes en juin. Et on veut me faire croire qu'un peuple qui aujourd'hui a vécu, euh, deux peuples qui ont vécu de manière si mélangée depuis 75 ans, ne peuvent pas imaginer quelque chose de créatif, que ce soit un État, deux États, sur un modèle suisse, belge, euh, alors qu'on a réussi à faire la paix entre l'Allemagne dès 1950 par l'intermédiaire d'un procédé qui était ultra basique, hein. Si on met le charbon et l'acier entre nous. Enfin, c'était tellement un projet. Et donc, on est, ah non, mais c'est impossible. Faites exactement, soyez pas si défaitiste. Et pareil, enfin, je veux dire, on est français. Euh, Moi, je vais avec mon passeport français à La Réunion, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie. Ça choque personne, mais par contre, ça choquerait tout le monde qu'on ait quelque chose avec deux passeports. Bref, je trouve qu'on est un petit peu, on manque un peu d'imagination. Et donc voilà, peut-être juste pour terminer sur une note un peu positive, est très créatif dans sa manière de détruire. Je pense qu'il peut être aussi très créatif dans sa manière de créer. Donc voilà, soyons quand même un peu optimistes sur ce point de vue. Inch'Allah, merci beaucoup, Johan. Inch'Allah. Attends, Yael, on va donner la parole à Karim. Merci infiniment, Johan. Et puis, on va remettre le couvert là-dessus. On essaiera de refaire un Zoom, une réunion, parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement riche qu'il y a matière à se revoir. Merci beaucoup. Karim, on va te laisser réagir aussi après les échanges qu'on a eus ici. Euh, Écoutez, bah, j'espère qu'on pourra surtout refaire ça d'une manière un peu plus, peut-être déjà en présentiel et plus longue. Je pense c'est juste un petit mot, parce que je dois vraiment partir aussi, justement sur cette notion de créativité. Euh,
En fait, deux mots, un mot de Johan et un mot de Yael, c'est-à-dire Yael qui dit elle est républicaine d'abord, et je pense, enfin, je partage absolument ça, et cette question de créativité, c'est-à-dire aussi que on a tellement engoncé notre situation dans des espèces de vérités générales un peu intemporelles, genre, je sais pas quoi, les juifs, les arabes, enfin, en utilisant tous ces mots un peu qui veulent rien dire en fait pour créer des espèces de rivalités imaginaires dépolitisées, décontextualisées historiquement, etc., que on en perd de vue, effectivement, ce rapport à la multiplicité des solutions dans un territoire qui est multiple et dans un territoire dans lequel sont des sociétés extrêmement plurielles. Parce que même si on le perd de vue là tout de suite avec tout ce qui se passe, mais la Palestine est par exemple une société extrêmement plurielle, avec une vivacité politique tout à fait totale. Enfin, je suis d'accord politiquement avec quasiment personne autour de moi, ce qui est extrêmement important et positif. Enfin, je veux dire qu'on est dans des discours politiques très créatifs, très porteurs, plein d'espoir. Et je pense que c'est hyper important, pas seulement l'espoir, mais la créativité. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, y compris des solutions auxquelles on n'a pas pensé, en fait, finalement. Que je ne connais pas, que je ne peux pas dire puisqu'on n'y a pas pensé. Mais parfois, ces solutions inouïes surgissent de moments historiques totalement inouïs comme celui dans lequel on est. Encore une fois, je ne veux pas dire ça en ayant l'air un peu indécent, en étant déconnecté de la réalité actuelle qui est affreuse, mais voilà, il faut garder en tête ça, et il faut garder en tête, et c'est ce que je voulais dire, moi, quand je disais que pour moi, si je ne crois pas en un État, je ne crois pas en grand-chose, c'est-à-dire que j'ai pour perspective une solution, ce mot aussi, je ne l'aime pas par ailleurs, mais de républicaine, de justice et d'égalité. Parce qu'en définitive, c'est de ça dont on parle. C'est pas des formes d'imaginaire, d'authenticité palestinienne, de retour de je sais pas quoi, de virer les Israéliens. Enfin, tout ça, c'est du blabla qui nous fait perdre de vue qu'en fait, ce pourquoi on doit lutter collectivement, la seule chose pour laquelle on peut lutter collectivement, c'est l'égalité et la justice. Pas comme des termes abstraits, mais comme des choses qu'on peut implémenter de façon réelle dans ce territoire qu'on appelle Israël-Palestine aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Avant que vous partiez, les gars, il y a elle qui veut absolument dire un truc. Juste un truc. Et en fait, c'est juste pour vous dire qu'il a la seule élection où il avait des personnes de Gaza, Bethléem, Ramallah, Haïfa, Tel Aviv, Ashkelon qui votaient pour la même personne, c'était quand j'étais candidate. Alors, apparemment, ça a déjà existé une fois, des élections qui sont C'est-à-dire passées qu'il faut que tu partout, deviennes en Israël et présidente de la Palestine. France. Et moi, c'est vraiment cette privilège d'avoir des personnes qui m'ont écrit des Ramallah et des personnes qui m'ont dit ah, mais qui me dit ah, je votais pour toi, et des Bethléem, je votais pour toi, de Gaza, je votais pour toi. Alors, évidemment, et parce qu'il y a très, très peu franco-palestiniens qui s'inscrivent pour beaucoup de raisons, et j'ai écrit longuement sur ça, si ça vous intéresse, je peux partager avec vous. Et il avait beaucoup plus de franco-israéliens qui votaient pour moi quand même. Mais alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire les gens qui sont juste à côté, c'était une fois, une toute petite élection, et malheureusement avec une campagne électorale qui était trop courte, et où il y avait des personnes des deux côtés qui votaient pour la même personne. Et après, vous pouvez y aller. Et je vais continuer sur l'histoire d'un État des États. Merci beaucoup. Merci aussi, Yael. Merci à tous. Merci. Ok, donc, oui, c'est juste qu'on parle des États, c'est-à-dire d'États palestiniens. En fait. La reconnaissance et tout ça. Moi, pour moi, c'est clair que la seule solution, c'est une solution, la seule future, pas la solution, parce que je ne sais pas pourquoi on parle des solutions, mais la seule future, c'est un futur et où on vit sans séparation, parce qu'on ne peut pas les séparer. Et quand j'ai arrêté et j'ai parlé de Jérusalem, en fait, l'ancienne ligne verte, aujourd'hui, c'est les tramways
construit par une boîte française qui passe là-bas. C'est justement, c'est-à-dire c'est exactement où il avait la frontière avant 67. Et après, il y a l'autoroute également. C'est-à-dire, l'infrastructure, c'est pas qu'un tunnel. On imagine qu'il y a les Cisjordanie et Gaza et on va faire un tunnel, des ponts, je sais pas quoi. C'est pas que ça. C'est-à-dire, ça sera un projet de 30 ans de construction pour créer cette séparation. Alors, moi, ce que je crains, quand on parle d'État palestinien, chez beaucoup, quand on parle de séparation, on parle en fait d'un État palestinien dans les zones A. On parle d'État palestinien qui est à Gaza. Et je parlais avec un copain gazaouite la semaine dernière. Je parlais de ça, il m'a dit à elle, même pas à Gaza, un État palestinien entre Khan Younes et Rafah. C'est-à-dire, alors, beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent d'État palestinien, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire, quand on parle d'État palestinien, il faut parler d'État palestinien viable. Alors, si on revient aux frontières de 67, si on insiste aux frontières de 67, la seule solution, c'est oui, des États, mais dans un modèle exactement comme Johan vient de nous dire, un modèle européen. Alors, si on veut être créatif, pourquoi pas que l'Europe propose à toute personne Israël-Palestine de faire partie de l'Union européenne, mais vraiment, on retire tout l'armement d'Israël-Palestine et venez, soyez-vous européens avec vos deux États et intégrés dans notre grande économie. Alors aujourd'hui, les plupart ont juste, c'est juste un truc hyper créatif. Aujourd'hui, ça va pas marcher parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on a du temps de parler de la société israélienne. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrête. Si on a un peu le temps, enfin Alors, écoutez, la salle, elle est là jusqu'à 22h. Alors, comme vous voulez, mais je peux vous parce que, en fait, j'ai cherché. On va pas avoir encore dîné, et puis moi, j'ai pas mangé à midi, mais ça va. Ça va. On peut arrêter. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis hyper pessimiste. Je ne sais pas, exactement comme Karim. Je pense qu'on a vraiment un problème grave et je vois pas comment on peut vivre ensemble. En fait, on ne peut pas vivre ensemble. Même les quotidiens, aujourd'hui, moi je suis retournée il y a une dizaine de jours. Je parlais avec beaucoup de mes copains palestiniens, citoyens d'Israël. Le quotidien est devenu un cauchemar. C'est-à-dire, tu peux pas. J'étais avec un copain à Jaffa et lui et sa petite, elle est dans une crèche où il y a des Juifs et des Palestiniens. Parce que c'est un peu exceptionnel en Israël. Parce qu'en Israël, on a 4 systèmes d'éducation complètement séparés. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il avait un homme qui a passé et apparemment, c'est un parent d'élève. C'est-à-dire, c'est un parent d'une autre fille qui est dans la même crèche. Il n'a même pas dit bonjour. En fait, il ne parle plus. Parce que l'autre a justifié les massacres. C'est-à-dire, il a justifié les bombardements. C'est-à-dire, Alors, et on a... Moi, je suis arabophone également, et normalement, sur Facebook, je sais pas, moitié de mes copains Facebook, moitié des trucs qui étaient sur mon mur, c'était des trucs en arabe. Zéro. On peut pas s'exprimer. Et ça, parce que c'est zéro publication en arabe qui arrive à mon fil d'actualité sur Facebook. Alors pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de s'exprimer. N'importe où tu habites en Israël-Palestine, c'est-à-dire tu es citoyen, tu n'es pas citoyen, tu écris quelque chose et solidarité avec les enfants de Gaza, ça devient apologie du terrorisme. Et immédiatement, tu es convoqué à la police. Et tu peux passer, c'est-à-dire il y avait pas mal de personnes qui sont passées. Et après, ce qui se passe maintenant dans les prisons israéliennes, c'est un autre sujet, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire ils sont sous-peuplés, beaucoup de tortures et beaucoup de morts, je crois. J'ai oublié les chiffres, mais je crois que c'est 28 personnes qui étaient palestiniens,
qui étaient tués et dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. Et parmi eux, il y a c'est-à-dire, et c'est une autre chose où on peut voir les Juifs et les Arabes, c'est-à-dire parce que les Palestiniens citoyens d'Israël, on les mis dans les prisons comment on dit, sécuritaires ou un truc comme ça. Avec, non, c'est pas une prison de haute sécurité. En fait, en Israël, tu as des systèmes de prisons. Tu as des criminels normands, des droits communs, et tu as de ceux qui font mais justement, c'est plus des prisons militaires. Non, c'est pas différent. En fait, il y a des prisons, il y a des prisons dédiées aux Palestiniens. Alors, normalement, c'était par rapport de la Convention de Genève et tout ça, tu n'as pas les droits, les prisons doivent être dans les territoires occupés. Mais en fait, ça fait un bon moment qu'on a sorti les prisons. On a toujours une prison offerte qui est dans les territoires occupés, mais les prisons de Nablus et bon, etc. Maintenant, les prisons sont en Israël. Les parties reconnues par le monde en tant qu'Israël, parce que moi-même, parfois, j'utilise en Israël, mais c'est le même endroit. Et c'est des prisons dédiées pour les prisonniers politiques. Okay? Mais en Israël, on dit que c'est ce qui était avant les prisons militaires. C'est un peu compliqué. Alors, si tu es citoyen, et normalement, c'est des Palestiniens de Cisjordanie et Gaza qui on met dans ces gens de prison. Alors, aujourd'hui, même les Palestiniens citoyens d'Israël ont été arrêtés pour une publication, pour un tweet. On te met dans les mêmes prisons. Après, ce n'est pas des prisons pour les Palestiniens que pour les Juifs, parce que dans les prisons normales des droits communs, on a la majorité, c'est des Palestiniens aussi, y compris des Palestiniens de Cisjordanie. Parce que si tu as fait un petit crime, et si tu as volé un truc au Jérusalem, etc., tu es dans les prisons israéliennes normales. Okay? C'est un peu, il y a trop de détails. Alors, c'est une autre parenthèse. Chaque fois que je parle d'Israël-Palestine, il y a trop de détails. C'est trop compliqué, c'est trop complexe. Mais en même temps, c'est très simple parce qu'on a des colonisateurs et des colonisés. On a des occupés et des occupants. Et on n'a pas, et je reviens au mot de Karim, c'est moi, chaque fois qu'on me dit, je milite toute ma vie pour l'égalité et la justice. Pas pour la paix, pas pour les trucs abstraits, pas pour la vie ensemble, pour l'égalité et la justice. Et ça, c'est clair qu'on n'a pas ni l'égalité ni la justice maintenant. Alors, pour le moment, moi, je suis venue ici en 2009 à Paris et c'était un moment qui était très similaire avec un ampleur qui était beaucoup moins important. C'est-à-dire, offensive israélienne à Gaza, j'étais choquée. Il y avait, je crois, 500 enfants qui étaient tués. Et c'était la première fois, c'était la première offensive avec d'iPhone. Parce qu'on a commencé avec l'iPhone. Alors, il y avait beaucoup d'images et Al Jazeera est sur mon ordinateur. Alors, moi, j'étais hyper déprimée, j'étais choquée. Je me suis dit, comment ça? Il y a d'images et moi, je suis à Paris. Je vois tout ce qui se passe à Gaza. Je vois des trucs directs. C'était vraiment la première guerre où tout était direct. Aujourd'hui, c'est pas que direct. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'arrête pas. On a des caméras partout. C'est-à-dire, c'était remarquable le 7 octobre. On voit les horaires. On ne fait rien. J'étais là-bas et pour moi, c'est invivable. C'est devenu invivable. C'est invivable, Tel Aviv. Et on vit une vie normale. Gaza, c'est 60 km de Tel Aviv. C'est pas loin. Moi, je me souviens, moi, j'étais à Gaza beaucoup de fois. C'est une ville magnifique et pareil. Avec la voiture, c'est même pas une heure. C'est vraiment juste à côté. Et on bombarde et la vie à Tel Aviv est normale. Elle est quasi normale parce qu'à Tel Aviv, on a beaucoup d'argent. L'argent qui vient de technologie, qui vient d'armement, qui vient de beaucoup de choses, d'immobilier. Alors, on ne sent pas, et tous les cafés, il y a des personnes dans les cafés, etc. Et presque personne parle de ce qui se passe. On vit une vie normale.
même les Palestiniens citoyens d'Israël, soit on a peur de s'exprimer, soit on ne peut pas. On s'exprime à la maison et devant El Jazeera parce que tout le monde regarde El Jazeera et tout le temps. Et on vit notre vie, on ne peut pas manifester. C'est-à-dire, il avait une petite manif il y a des semaines, et c'était la première manif qui était autorisée. Avant en Israël, et en Israël, c'est pas comme en France. En France, on fait une déclaration et après, la police peut dire on autorise c'est pas on autorise, c'est en fait on n'autorise pas. En fait. C'est ça. En Israël, c'est vraiment une demande pour autorisation. Mais quand même, quand tu fais une petite rassemblement et pas mobile et moins de 50 personnes sans mégaphone et sans on n'a pas besoin de permis. Okay. Alors il avait des personnes et c'était des personnes politiques, des députés, des ex-députés qui voulaient faire des trucs vraiment hyper symboliques. Il était arrêté par la police. Garde à vue pour quelques heures, mais c'est pas grave. Mais alors, et même ça. Et en plus, on est très, très, tout le monde est trop déprimé. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont contre la guerre. Pour qu'on comprenne comment, en fait, j'ai cherché un autre sondage pour les citer. Et j'ai trouvé un sondage d'avant-hier d'un journal israélien qui parle de la société israélienne. Alors, juste pour que vous compreniez, d'abord, il y a des pourcentages, il parle d'Israéliens. Moi, je crois, j'imagine, je n'ai pas trouvé la réponse facilement. En Israël, on fait beaucoup de sondages, on dit les Israéliens, mais on pose la question qu'est aux Juifs israéliens. En fait, l'échantillon, il est que des Juifs israéliens et on parle des Israéliens. C'est-à-dire on ignore complètement 20% de la population. Alors. Et ça va être la fin après ça parce oui, c'est ça. Oui, c'est à la place de parler trop. Je vais juste citer quelques chiffres et je pense que les chiffres parlent d'elles-mêmes. Alors, 82% des personnes dans les sondages, ils sont pour offensive à Rafah, pour opération à Rafah. Il y a moitié de ces personnes-là, ils disent n'importe quelle, dans toutes les conditions, même avec l'opposition des États-Unis, etc., il faut le faire. 82%. Il y a que 11% qui demandent des cessez-le-feu et l'arrêt des discipline. 11%. Moi, j'ai la chance parce que c'est ma proche famille, elle est parmi cette 11% et la plupart des personnes que j'ai côtoyées. Mais j'ai évité beaucoup d'autres mondes quand j'étais là-bas. 11%. Alors, 11%, c'est pas rien, mais on ne parle pas de 11% qui dit il faut qu'on vive en égalité à la justice. On parle de 11% parce on voit qu'il y a beaucoup de généraux, par exemple. Des personnes, il y a un moment dans la vie, je suis désolée, c'est un peu contre il y a un phénomène en Israël et je pense qu'il y a un moment dans la vie où le niveau de testostérone chez les hommes baisse beaucoup et on commence d'avoir raison. Et on voit beaucoup de personnes qui étaient des ex-généraux, des personnes qui dirigeaient les Mossad, les Shabak, etc., qui tout d'un coup, ils disent non, il faut pas, il faut faire la paix, il faut arrêter, l'offensive ne sert à rien. Alors, dans l'11%, il y a 7 gens de personnes aussi. Ce n'est pas forcément des personnes de gauche. 11%. Mais c'est justement, c'est une catastrophe morale pour Israël. C'est horrible. Et la dernière, je ne vais pas citer tous les chiffres, la dernière chiffre qui est importante, il n'y a que 27% qui disent qu'il faut faire passer l'aide humanitaire. Dans tous les cas, 27%. Alors, on a un autre pourcentage de personnes qui disent, oui, il ne faut pas, on est obligé de les faire. Mais il n'y a que 27% qui disent,
C'est un principe, l'aide humanitaire. Alors, on a des personnes qui disent il faut qu'on continue la guerre, mais quand même donner un peu d'aide. Alors, ça, c'est horrible. Et c'est pour ça. Et alors, moi, je reviens en France et tu dis c'est une catastrophe morale, c'est un échec, c'est horrible. Oui, mais on est là, on est en France et on ne fait rien. Alors, l'échec moral, il est partout. Et Israël ne peut pas continuer un jour sans ce soutien européen. Les Israéliens, ils croient vraiment qu'ils servent l'Europe, qu'ils servent je sais pas quel monde. Alors, et ça, on peut l'arrêter, c'est-à-dire Israël ne peut pas respirer sans Europe. C'est-à-dire l'Europe, c'est le premier partenaire commercial d'Israël. On fait la coopération de tous les niveaux. C'est la honte. C'est-à-dire l'accord d'association qui n'est pas suspendu, c'est la honte. Le fait qu'on n'a pas les moindres sanctions diplomatiques. On répatrie l'ambassadeur. Juste ça. On répatrie l'ambassadeur. Même ça, on n'a pas fait. Ça a été une demande de notre chef du groupe écologiste au Sénat. Mais il faut que ça a été une demande aujourd'hui même. Ramzi et moi étions témoins, bien sûr, Mathilde, qu'au Sénat, le patron du groupe écologiste a effectivement demandé que la France prenne des sanctions, et y compris aller jusqu'au rappel de notre ambassadeur en Israël. Vraiment, merci infiniment. Je pense qu'il faut qu'on clôture ici. Merci infiniment à toi, Yoël. Et d'ailleurs, au nom de la région Hors-de-France, pardon. Île-de-France, c'est là que je suis né, mais Hors-de-France, c'est là que je vis. On t'offre un paquet de café de chez moi, de Nairobi au Kenya. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et puis, comme je l'ai dit, avec peut-être un peu d'optimisme, on va essayer de répondre à vos questions. Vincent, Marie-Laure, Thierry, Alex, on va essayer de répondre à vos questions, au moins par écrit, en les transmettant à Johan, ou à Yael ou à Karim. Voilà, merci infiniment, et on va essayer de réorganiser quelque chose de similaire. Merci à la région Hors-de-France, d'Europe Écologie Les Verts, les écologistes, pour avoir organisé ça. Et puis voilà, bonne soirée à tous. Et merci à la salle, bien sûr, aux gens qui sont là avec nous. Il faut quand même... Ah, pour l'apéro. Hop. Le Maltais rouge, pardon. Merci au Maltais rouge. Merci au Maltais rouge. Et vous pouvez regarder des très belles affiches de l'époque du PSU, puisque ici c'est le siège, ça a été le fief du PSU. Pendant qu'on va fermer et on va ranger la salle. Merci, salut tout le monde.